Bon après-midi, bonjour. Je remercie la compagnie pharmaceutique Takeda, qui est la compagnie qui m'a tout de même amené au Canada, et évidemment Myeloma Canada, qui m'a proposé de venir partager avec vous un peu les pratiques que nous avons en France. Moi, je travaille à Poitiers, ce qui est une petite ville, 150 000 habitants, ce qui, à l'ère des villes canadiennes, est une toute petite ville. En fait, je ne gère pas une ville, moi, je gère une région qui fait 3 millions d'habitants, de patients dont la médiane d'âge est de personnes, pardon, pas de patients, d'habitants dont la médiane d'âge est à peu près 70 ans. Et ce qui fait que dans mon service, donc moi je suis le patron du service d'hématologie à Poitiers, et dans mon service, on voit 100 myélomes par semaine. Et oui, et 4 à 5 nouveaux myélomes toutes les semaines diagnostiqués. Donc voilà, on a forcément, moi je fais du myélome depuis très longtemps, ça fait plus de 20 ans, et j'ai été formé avec le professeur Facon à Lille, que vous avez sûrement vu venir au Canada de temps en temps. Mais forcément, en arrivant à Poitiers, j'ai été un peu surpris de l'incidence du myélome, qui je ne crois pas soit plus incidentale là-bas. C'est juste que forcément, si vous avez 3 millions de personnes de 70 ans, vous aurez forcément des cancers liés à l'âge. Voilà, et donc du coup, c'est aussi pour ça que Poitiers a beaucoup grandi en myélome multiple, en essais thérapeutiques. Bon, accessoirement, je suis le trésorier du groupe français. Je sais pas, il y a une société savante au Canada, je pense, de myélome. Il doit y en avoir une où les médecins se regroupent. Donc nous, en France, ça s'appelle l'Intergroupe francophone du myélome multiple. J'en suis le trésorier, accessoirement. Et juste, c'est pas très important parce que vous êtes patient et vous n'êtes pas des représentants de la loi au Canada. Mais bon, sinon, j'ai des conflits d'intérêts avec toutes les compagnies pharmaceutiques qui font du myélome multiple, autant que ce soit dit d'avance. Alors, ce qui m'avait été proposé comme sujet, globalement, c'était un peu de partager avec vous comment nous traitons les myélomes en France. Vous verrez, ce n'est pas très différent, un peu plus, parfois un peu différent quand même, mais globalement, comment on traite et vers quoi on va d'ici 2, 3, 4, 5 ans, globalement dans le traitement du myélome. Voilà, c'est ce que je vous propose, ça va être assez indigeste. Et puis, alors, l'idée, c'est que vous n'attendez pas la fin de la présentation. Vous avez complètement le droit de m'arrêter à tout moment. Vous pouvez siffler, hurler, m'appeler, lever la main, comme vous voulez. Voilà, on y va. Donc ça, c'est... Alors, aujourd'hui, dans le myélome multiple, de façon générale, on ne fait plus comme dans le passé, tous les patients traités de la même façon. Il y a aujourd'hui, globalement, des sous-groupes. Le premier sous-groupe, au regard de l'âge, c'est les patients de plus de 75 ans versus les patients de moins de 75 ans. 75 ans n'est pas une barrière fixe. C'est ce qui est certain, c'est qu'il y a des patients qui sont un peu plus fragiles que d'autres. Et aujourd'hui, on commence à traiter différemment les patients plus fragiles, pour lesquels un patient de 86 ans ou 92 ans n'a pas la même espérance et n'est pas les mêmes objectifs de vie que quelqu'un de 65 ans ou 72 ans ou 57 ans. Donc aujourd'hui, on est capable, parce qu'on a suffisamment de molécules, pour séparer des patients un peu plus âgés qui ont plus peur de souffrir des effets indésirables que des patients plus jeunes qui ont plus peur de mourir de myélome parce qu'ils ont un vrai objectif de vie. Donc déjà, il y a une vraie séparation là et vous verrez que les essais thérapeutiques, les prises en charge des patients sont en train d'évoluer là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'on a depuis très longtemps maintenant identifié la courbe pointillée rouge. La courbe pointillée rouge, ce sont ces fameux patients qui sont fragiles, un peu plus fragiles que les autres, et chez qui les effets indésirables ont tout de suite un impact, un poids très important. Et donc ces patients-là doivent être traités avec beaucoup plus d'amour. Non pas qu'on ne traite pas les autres avec amour, mais ceux-là avec encore plus d'amour. Et dans le choix des traitements que l'on donne, immédiatement, on intègre le fait que tel patient a un foie particulièrement fragile, a un cœur particulièrement fragile, a des problématiques cognitives ou a peut-être énormément de médicaments en parallèle et qu'il ne faut pas qu'il y ait des interactions médicamenteuses. Deuxième chose, pour les patients que donc dans notre jargon médical on appelle fit, alors après on a une façon, ce n'est pas un manque de respect vis-à-vis des patients, mais oui, il y a des patients que l'on considère donc fit, qui ne sont pas frails, qui ne sont pas fragiles, et quel que soit l'âge, qu'il soit greffable ou pas greffable, donc autogreffable ou pas autogreffable, nous, aujourd'hui, on estime que la profondeur de la réponse, c'est le principe de l'iceberg qu'on montre souvent aux patients, votre maladie au diagnostic, vous croyez qu'elle se limite à ce que l'on voit dans le sang,
l'électrophorèse, l'immunofixation, tous ces tests-là. En fait, pas du tout. Hein. La maladie, elle est immensément développée dans la moelle osseuse. Et l'iceberg, c'est ce qu'il y a dans le sang, qui est la partie visible de la maladie, puis ce qu'il y a dans la moelle osseuse, qui est la partie cachée, à moins de faire des études de la moelle osseuse. Et l'étude de la moelle osseuse, c'est ce qu'on appelle la maladie résiduelle. Et quand vous êtes en maladie résiduelle, eh bien, vous grattez votre iceberg. Le principe étant que le fait que vous ne voyez plus rien au-dessus de l'eau ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'iceberg. Ça veut juste dire qu'il n'y a plus rien au-dessus de l'eau. Mais le Titanic a bien coulé alors qu'il y avait un iceberg en se cognant sur la partie qui était sous l'eau. Donc on peut malheureusement avec un myélome mourir et décéder parce qu'il y a une maladie sous l'eau qui va venir polluer la vie des patients. Donc l'idée, ce n'est pas seulement de réduire la partie au-dessus de l'eau, mais aussi de réduire le plus possible la partie sous l'eau. Et donc c'est donc ça la maladie résiduelle. Et ce qui est très important dans cette maladie résiduelle, donc c'est un peu les courbes que vous voyez là. Ce que vous voyez là, ce sont des courbes où le patient, là il est diagnostiqué, il est traité, puis là la maladie va revenir, va rechuter. Et en fait vous vous rendez compte que plus vous réduisez la maladie, plus les rechutes sont décalées, repoussées, retardées. Mais l'idéal, et on n'y est pas aujourd'hui, mais l'idéal un jour, c'est qu'il n'y ait plus de rechute. C'est-à-dire que le patient, on arrive à le descendre tellement bas que sa maladie va être contrôlée sans rechute. Ça, c'est ce qui existe dans la leucémie myéloïde chronique. C'est une autre hémopathie où, en fait, aujourd'hui, les patients, ils prennent un médicament et si ça se passe bien, s'ils le tolèrent bien, eh bien, ils vont être sous médicament à vie, mais ils ne vont plus jamais rechuter de la maladie. Alors vous allez dire, vivre sous un médicament à vie, c'est pas drôle, mais au fond, quand vous avez un antihypertenseur, vous êtes sous médicament à vie, à ma connaissance, et vous ne vous plaignez pas. Enfin si, il y a des effets indésirables quelquefois, mais vous ne vous plaignez pas parce que vous dites l'hypertension artérielle, ce n'est pas un cancer, ça doit être moins grave. Ouais, sauf que la première cause de décès au Canada et en France, c'est les problématiques cardiovasculaires, ce n'est pas les cancers. Donc l'hypertension artérielle, ça tue plus de patients au Canada que les cancers. Et en France, c'est pareil. Et donc l'idéal, on ne peut pas promettre aujourd'hui de guérir le myélome. Je pense que ce serait prendre les patients pour des idiots, ce qu'ils ne sont pas. Mais par contre, on peut aujourd'hui, chez un certain nombre de myélomes, malheureusement pas tous, et malheureusement peut-être même pas la moitié, mais on peut clairement dire à des patients qu'ils vont vivre 20 ans. Par contre, ils vont prendre beaucoup de médicaments. Alors, ça, c'est des données très récentes qui viennent d'être publiées dans la revue qui s'appelle Blood, qui est une revue prestigieuse en hématologie, qui sont les données d'un essai français qui s'est appelé le 2009 DFCI, IFM DFCI 2009. C'est un essai où le groupe français, francophone, l'intergroupe francophone du myélome, donc c'est français, suisse, luxembourgeois et belge, c'est poolé avec Paul Richardson au Dana-Farber à Boston, dans un essai qui a débuté en 2009 et qui a comparé des patients qui n'avaient pas la greffe, mais qui avaient un schéma de type bortezomib, lénalidomide, dexaméthasone, donc une triplette avec des molécules innovantes, et le même schéma, mais avec une greffe au milieu. L'objectif était, puisqu'on a des molécules géniales, est-ce qu'on peut se débarrasser de la greffe? Parmi tous ceux d'entre vous qui ont été greffés, je ne pense pas que le plus beau souvenir de votre vie de patient avec un myélome, ce soit la greffe. Et en fait, on a eu des résultats très intéressants pour vous montrer l'importance de la MRD, l'importance de la réduction de la maladie. Et cette réduction qu'aujourd'hui, on peut avoir avec les traitements qu'on a. C'est que vous voyez, la courbe bleue et la courbe rouge, ce sont des patientes qui ont ce qu'on appelle une MRD négative. C'est-à-dire que je fais un examen de la moelle, il n'y a plus rien dans le sang, je fais un examen de la moelle, maladie résiduelle. Ça, c'est une chimio, mais je vais vous l'expliquer. Donc la maladie résiduelle, qu'est-ce que c'est? Donc, il n'y a plus rien dans le sang, je vais donc aller étudier la moelle, et je vais prélever de la moelle, et je vais regarder si j'arrive à trouver des cellules tumorales, des cellules de myélome. Donc je vais regarder 1000 cellules dans la moelle, je regarde si je vois une cellule de myélome. J'en vois pas. Alors je vais regarder 10 000, puis 100 000, puis 1 million. On ne sait pas faire au-delà d'1 million. 1 million, c'est 10,6. On ne sait pas faire au-delà d'1 million. Mais aujourd'hui, nous, en France, en routine, c'est-à-dire que moi, mes patients à Poitiers, régulièrement, presque systématiquement, on fait par des techniques de séquençage systématique, on appelle du NGS. Je vous la fais simple, mais vous savez que le séquençage de l'ADN a permis des applications cliniques en médecine. Ça nous permet d'aller chercher si les patients ont une réduction de leur maladie qui va jusqu'au fait que quand on regarde 1 million de cellules dans la moelle, eh ben, on ne trouve pas de cellules tumorales. Il y a des patients, quand on regarde 1 million de cellules dans la moelle, on trouve des cellules tumorales. Alors on regarde 100 000 cellules dans la moelle. Est-ce qu'on trouve ou pas de cellules tumorales? C'est ça la MRD. C'est lorsque je regarde votre moelle osseuse, est-ce que je suis capable de trouver des cellules tumorales? Et il y a aujourd'hui
20 à 30% de nos patients en France qui, lorsqu'on regarde leur moelle osseuse, 1 million de cellules de la moelle osseuse, ce qui est énorme, hein, on ne trouve pas de cellules tumorales. Eh bien, ces patients, ils font très très bien dans leur myélome. Et donc, ils sont un exemple, une preuve du concept, un objectif pour nos thérapeutiques et les autres patients. Comment arriver à ce que tous les patients aient un jour une réduction du myélome, alors ils ne sont pas guéris, hein, mais ils ont une réduction du myélome tellement monstrueuse, tellement significative, que ça devient l'objectif, l'espoir. C'est la maladie résiduelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste de cellules dans votre moelle osseuse. Et plus on réduit ce reste de cellules, plus on ramène cette masse au strict minimum, plus on sait que les choses avancent. La preuve est ici. Donc ce que vous voyez dans cet essai, c'est que les patients qui étaient MRD négatifs à 10-6, donc on n'a pas trouvé de cellules tumorales de myélome sur 1 million. Si on avait regardé 100 millions, on en aurait trouvé. Mais à 1 million, on n'en trouve pas. Eh bien, qu'ils aient eu la greffe ou qu'ils n'aient pas eu la greffe, ils font aussi bien. Et ces patients-là, aujourd'hui, alors ça sont des mois ici, ils ont 5 ans de recul. Et à 5 ans de recul, vous voyez, on n'est même pas à 25%, donc pour qui la maladie est réapparue. Ça veut dire que... Alors, avec de la chimio pour le bras bleu, avec la chimio et une greffe pour le bras rouge, mais on se rend compte que les patients qui sont très 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 sensibles, peut-être, n'ont plus besoin d'être greffés, puisqu'ils font aussi bien que les patients qui sont sensibles et qui ont été greffés. Donc ça, c'est une information très importante. C'est-à-dire que, par exemple, au bout de 4 mois, vous faites du VCD ou du Cybordi, essentiellement au Canada, eh bien, au bout de 4 mois, si vous étiez en MRD négatif 10-6, on pourrait se poser la question de ne pas greffer. Ce n'est pas validé. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, il faut greffer. Mais vous voyez, les résultats que l'on obtient d'essais thérapeutiques permettent de commencer à progresser sur la prise en charge des patients et valident cette notion de ce qu'on appelle la maladie résiduelle comme quelque chose d'absolument clé maintenant qu'il faut regarder chez les patients qui ont un myélome multiple. Alors, ce qui est une plaie pour les patients, hein, parce que ça veut dire que vous avez des myélogrammes itératifs, et ça, c'est pas très drôle pour les patients. Ça veut dire qu'on va analyser votre moelle, mais la moelle, elle se fait pas en apposition des mains. Hein. Il y a une aiguille qui va dans le sternum, ça fait mal, c'est stressant, les médecins sont pas tous très bons, voilà. Alors, il y a une deuxième chose qui est très importante aujourd'hui dans la compréhension du traitement du myélome et qui est une vraie souffrance pour les patients. Je vous rassure, c'est aussi une souffrance pour les médecins. C'est que moi, quand j'ai commencé le myélome en 1998, on expliquait aux patients qu'il fallait absolument qu'ils aient une greffe parce que si on leur faisait une greffe, on arrêtait le traitement du myélome après la greffe. Et alors là, les patients, ils allaient à la greffe parce que c'est dur la greffe. Mais arrêter le traitement, c'est quand même sympa. Aujourd'hui, non seulement on explique que les patients ils vont avoir une greffe, puis on leur explique qu'ils vont avoir des traitements à vie, et puis de temps en temps, on leur explique même que pour faire bonne mesure, on va leur faire 2 greffes. Et pourtant, ils auront quand même des traitements à vie. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, et je vais vous montrer ça, chaque tableau là, c'est un essai thérapeutique différent. Mais ils ont tous un point commun, et le suivant aussi. Ils ont tous un point commun. Le point commun, c'est que à chaque fois, il y a eu un bras où le traitement n'a jamais été arrêté. Il a été donné constamment aux patients. Ce qui est chiant pour les patients, parce que vous devez prendre des cachets, vous devez faire attention. Ce sont des cachets en plus de ceux que vous avez. Il y a des événements indésirables. Ceux d'entre vous qui sont sous lénalidomide, je suis sûr que vous savez ce que c'est les crampes, la diarrhée et la fatigue. Ceux qui sont sous bortezomib, vous connaissez pas les crampes, la diarrhée, la fatigue et les neuropathies. Ceux qui sont sous pomalidomide, alors vous n'avez pas de crampes, mais vous êtes constipé et vous êtes fatigué, etc. Donc il y a toujours des événements indésirables. Et plus vous prenez un médicament, plus malheureusement vous vous exposez aux événements indésirables. C'est normal, plus longtemps vous prenez un médicament, plus vous exposez. Plus vous roulez, plus le niveau d'essence baisse. Hein. C'est CQFD. Le problème, c'est que ça vous rend service. Eh oui, on n'a pas inventé encore la version « je peux vous rendre vraiment service à petit prix, vraiment ». C'est-à-dire que je peux rouler avec ma voiture, mais le niveau d'essence ne baisse pas. Je n'ai jamais besoin de remettre de l'essence. C'est-à-dire que je peux traverser le Canada, mais je n'ai pas besoin de remettre de l'essence. Ce serait cool, ça. C'est les hybrides. C'est-à-dire que vous passez sur la batterie, sur l'essence, sur la batterie, sur l'essence. Ça, c'est cool, ça.
Mais ça n'existe pas dans le myélome. Dans le myélome, malheureusement, il n'y a pas de petit profit. Il faut être traité. Vous prenez un médicament constamment, ça vous rend service. Vous devez gérer les effets indésirables autant que vous pouvez, mais ça vous rend service. Et en fait, vous voyez que les patients des courbes vertes ou bleues, ce sont les patients qui ont eu le traitement continu. Et les autres en dessous, ce sont les patients qui ont arrêté. Et vous voyez que chaque fois qu'un patient est capable de continuer, alors c'est facile à dire quand on est médecin, c'est pas moi qui suis malade, mais chaque fois qu'un patient peut continuer, alors c'est comme ça, la vie, il y a des patients qui y arrivent, des patients qui n'y arrivent pas, mais quand un patient peut, eh ben, ça fait toujours mieux. Et alors après, on a des chiffres maintenant qui sont quand même très encourageants pour les patients, qui sont relativement spectaculaires. Alors ils ne sont pas arrivés jusqu'au Canada, pas complètement, mais quoique. Mais alors par exemple, ce que vous avez là, c'est un essai qui s'appelle l'essai FIRST 2017-01. C'est un essai français de l'IFM, mais qui a été repris par Celgene au niveau international. Et au Canada, Nizar Balis, à Calgary, était le médecin coordonnateur pour le Canada. Et alors, cet essai, il donne des résultats intéressants parce que, vous voyez, c'était juste de redonner, la question c'était de donner Revlimid dexaméthasone en première ligne de patients de plus de 65 ans. Ce n'est pas très toxique, c'était pas si mal. Et en fait, vous voyez, les patients qui ont eu Revlimid dexaméthasone tout le temps, sans arrêter, leur médiane de PFS, alors qu'est-ce que ça s'appelle? Le temps à la rechute, pour faire simple, est à 60 mois. La moitié. Ça veut dire que la moitié des patients la maladie va revenir, mais au-delà de 60 mois. Là, ça commence à être intéressant. Vous êtes diagnostiqué, je vous donne du Revlimid dexaméthasone, ce n'est pas très toxique, vous le tolérez bien, et je vous explique que votre maladie ne reviendra pas avant 5 ou 10 ans. Enfin, quand on a un myélome, qu'on va sur Internet et vous explique que vous êtes mort dans 5 ans, c'est pas si mal si je vous explique que c'est pas la mort, mais c'est la rechute. Vous ne rechuterez pas avant 5-10 ans. Alors on commence à être capable aujourd'hui de dire à des patients, voilà, il vous arrive une tuile, il vous arrive une catastrophe, un drame dans votre vie, vous êtes diagnostiqué d'un cancer, c'est grave, mais si vous avez ce Revlimid dexaméthasone et que vous le tolérez bien et qu'il marche bien, eh bien vous pouvez avoir une maladie contrôlée pendant 5 à 10 ans. Et ça, ce sont des résultats qu'aujourd'hui, on est capable d'offrir aux patients, qu'on n'était pas capable il y a 5 ans. Et ça, c'est la preuve que le traitement continue. Alors oui, il y a un prix à payer. C'est que vous êtes sensible, mais il faut continuer le traitement. Et ce n'est pas facile, parce qu'il y a toujours des événements indésirables. Et il faut vachement encourager les patients, parce qu'ils ont des diarrhées, qu'avoir des diarrhées, voilà, je vais au restaurant avec mes amis, j'ai une diarrhée, ce n'est pas agréable. C'est un traumatisme psychologique, c'est un traumatisme émotionnel. Puis il faut s'accrocher, parce que d'être capable de prendre ces médicaments, ça peut avoir un impact extraordinaire. Et à chaque fois, la courbe du dessus, c'est justement les patients qui ont réussi à prendre le traitement longtemps. Alors, il n'y a pas de greffe là. Ça, c'était des patients de plus de 65 ans qui n'ont pas été greffés. Et ça, c'était des patients à la rechute qui n'ont pas été greffés. Mais donc, c'est vous dire qu'aujourd'hui, on a, alors c'est malheureusement pas tous les patients, c'est vrai, mais on est capable aujourd'hui, on a les drogues, et il y a des patients qui vont vraiment avoir cette chance. Alors, ce n'est pas tous. Alors, chez les sujets de plus de 65-70 ans, donc moi, dans mon centre, on greffe jusqu'à 70-72. Donc, pour moi, c'est au-delà de 72. Mais de façon générale, c'est au-delà de 65-70 ans. Qu'est-ce que l'on donne aux patients? Alors, on donne ce fameux Velcade methylphénidone. Je sais qu'au Canada, vous êtes très fan de ce traitement. C'est un traitement qu'on ne donne plus tellement, nous, en France, mais ça marche très bien. Ça marche très bien, puis surtout, comme vous... Alors, je ne sais pas si vous êtes très habitués, je sais que vous êtes très éduqués, les patients du Canada, donc vous devez savoir ce que c'est qu'un forest plot. Alors, le truc, c'est que vous êtes francophone, alors forest plot, ça ne va pas vous parler, parce que c'est un peu anglophone comme terme, mais forest plot, c'est-à-dire un plot de type forêt, et quand on voit le bordel que c'est, ça fait bien penser à une forêt, c'est-à-dire que vous avez tellement de données, c'est comme tellement d'arbres dans une forêt que tu n'es plus capable de traverser la forêt. Ben là, vous avez tellement de données qu'en fait, tu ne comprends plus rien. Bon. Mais en fait, c'est très simple. C'est le principe d'une forêt, de toute façon. Ils sont soit à droite, soit à gauche de vous, les arbres. Donc c'est très simple, il suffit d'aller au centre. Ben là, c'est pareil, il faut aller au centre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une barre là, il y a une ligne discontinue. Tout ce qui est à gauche, ça veut dire que c'était très bon, que le VMP a très bien marché. Si ça tombe à droite, donc par exemple ici, ça veut dire que le VMP n'a pas fait bien. En fait, vous voyez que pour tous les groupes qui ont été étudiés, en fait, VMP a fait globalement très bien. Donc le VMP aujourd'hui, Velcade pour bortezomib, methylphénidone, je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont eu. C'est un excellent traitement
des patients qui ont un myélome multiple et qui ne peuvent pas être greffés. Alors, il a des limites. Il y a toujours des avantages et des inconvénients. Il a des inconvénients. L'inconvénient, c'est que voilà, la majorité des patients vont faire 2 ans tranquilles et pas beaucoup plus. Il a été énormément amélioré parce que probablement que la majorité d'entre vous ont eu du Velcade, du bortezomib. Et bon, vous savez, certains d'entre vous l'ont peut-être connu intraveineux, je ne sais pas. Vous l'avez peut-être eu intraveineux, voilà. Aujourd'hui, il est donné en sous-cutané, donc ça, c'est un vrai progrès. C'est quand même plus simple, même si beaucoup de patients me disent que ça fait un peu mal et qu'ils ont une induration qui peut gratter, qui peut être désagréable. Mais bon, je vous promets, alors c'est toujours difficile pour un patient qui n'a pas connu la préhistoire de lui expliquer que le Moyen-Âge était mieux que la préhistoire, mais le Moyen-Âge était mieux que la préhistoire. Alors bien sûr, la Renaissance était mieux que le Moyen-Âge. Donc l'idée, c'est d'arriver à la Renaissance. Mais déjà, le Moyen-Âge, c'est pas mal. Et donc, vous voyez, ça, ce sont les progrès qu'on a fait sur le VMP. Il y a eu le VMP au départ, et puis il y a eu 2 façons, l'hebdomadaire et le premier cycle un peu tendu, mais la suite hebdomadaire qui ont amélioré. Alors, comment on a essayé de progresser, de faire progresser le VMP? On a essayé de remplacer le Velcade, le bortezomib, par un nouvel inhibiteur du protéasome qui s'appelle le carfilzomib. Et maintenant, au Canada, vous avez accès au carfilzomib, il s'appelle Kyprolis. Vous avez accès au carfilzomib. Alors, avantage, inconvénient, c'est un nouvel inhibiteur du protéasome. Il marche même si vous avez eu du Velcade. Et puis, il est relativement bien toléré. Il ne donne pas de neuropathie et pas de diarrhée. Inconvénient, il y a toujours des inconvénients. Inconvénient, il est intraveineux, donc il faut venir à l'hôpital. Malheureusement, vous ne pouvez pas l'avoir dans votre voiture, ni chez vous, ni dans votre salon. Ce n'est pas possible. Il faut venir le faire à l'hôpital. C'est 30 minutes de perfusion, mais c'est à l'hôpital. Donc on a essayé de remplacer le Velcade par le carfilzomib, Kyprolis. Ça n'a pas été une grande réussite. En fait, ça a très bien marché. Le problème, c'est que pour nos agences, le Canada ou l'EMA, vous savez que l'agence européenne du médicament s'appelle l'EMA, il faut une supériorité. Si vous êtes aussi bon, ça ne va pas. Parce que si vous êtes aussi bon, vous gardez votre voiture. Vous n'allez pas acheter une nouvelle voiture. Vous allez acheter une nouvelle voiture que parce qu'elle est mieux. Donc, eux, ils réfléchissent pareil. Donc, en gros, KMP, ça a été aussi bon que VMP, mais pas mieux. Résultat, on n'a pas pu l'enregistrer. Et résultat, Amgen, la société qui le fait, a abandonné le développement de cette molécule en première ligne. Donc, vous y avez accès à la rechute, mais pas en première ligne, à cause de ça. Alors, on a essayé d'avancer. On a refusé de déprimer. À ce stade, on a voulu avancer. Donc on est resté avec notre VMP, puisqu'on ne pouvait pas le faire évoluer vers KMP. Et on a essayé de lui rajouter ce daratumumab, dont vous connaissez certainement, le fameux Dara ou daratumumab ou Darzalex, il a différents noms. Alors qu'est-ce que c'est pour ceux, il y en a beaucoup qui hochent la tête, mais c'est comme ça qu'il faut hocher la tête. Comme ça, c'est pas sympa. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Alors, pour ceux qui hochent la tête du côté droite-gauche, donc qui veut dire qu'ils ne connaissent pas, donc vous savez que l'évolution des molécules globalement en cancérologie, ça a été avant les années 90, les vieilles molécules issues de la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle les thérapies ciblées, les thérapies innovantes, où on découvrait que dans la cellule tumorale, il y avait quelque chose que si on le ciblait, ça permettait de faire souffrir la cellule tumorale. Et puis ensuite, on a compris qu'aucun cancer ne se développait. Les cellules tumorales se développent toujours dans un micro-environnement. Au Canada, par exemple, je ne vais pas prendre le Canada parce que je ne connais pas le Canada, mais bon, moi j'habite Poitiers, l'hiver c'est un peu humide. Vous pouvez être sûr que j'ai de la mauvaise herbe. Pourquoi? Parce que j'ai de la mousse. Qu'il y a de la mousse, qu'il y a de la mauvaise herbe. S'il n'y a pas de mousse, il n'y a pas de mauvaise herbe. Vous pouvez prendre un lierre qui est une pourriture de plante, vous la mettez dans le désert, elle ne poussera jamais. Vous la mettez dans mon jardin, elle fait des arbres. Et donc c'est vraiment qu'il y a le micro-environnement tumoral. Et on a compris que le micro-environnement tumoral, il était capital parce qu'il nourrissait la tumeur. Et donc on a commencé à se dire, il faut cibler ce micro-environnement aussi. Ou alors, il faut de nouveau lui expliquer à ce micro-environnement qu'il ne doit pas travailler pour la tumeur, mais qu'il doit travailler pour protéger le patient de la tumeur. Donc c'est la naissance des immunothérapies. Donc les immunothérapies, dont il y en a eu plein, le daratumumab, ce n'est pas la première, mais c'est celle qui est la plus efficace largement depuis des années. Et c'est peut-être la première qui vraiment est très efficace dans le myélome multiple et un vrai espoir pour vous les patients et pour nous les médecins. Donc le daratumumab, il cible sur la cellule tumorale un truc qui s'appelle le CD38, mais surtout, il se sert du micro-environnement, de l'immunité, pour détruire la cellule tumorale. Et il est une révolution du myélome multiple depuis 3, 4, 5 ans. Et donc dans cet essai qui s'est appelé Alcyone, on a pris le VMP, puis on a essayé de lui ajouter le daratumumab.
Alors voilà ce que ça donne. Vous voyez donc les patients qui sont VMP, ils sont là, et les patients qui sont VMP et daratumumab, ils sont là. Puis alors vous voyez, les VMP, au bout de 9 cycles, donc à peu près 1 an, ils arrêtaient le traitement. Puis on voit qu'au bout d'1 an, quand on arrête le traitement, ben malheureusement, les patients, la maladie revient. C'est presque imparable, sauf chez un petit 20% qui a la chance d'être tranquille longtemps. Mais dans le deuxième bras, le bras à l'étude, on ajoutait le fameux daratumumab. Alors daratumumab, c'est une plaie, hein. C'est 8 heures de perfusion sur la première. Alors là, vous n'êtes pas prêt d'aimer le daratumumab. Mais après, ça descend à 6 heures, 4 heures. Alors au Canada, vous faites toujours 4 heures parce que vous êtes un peu en retard. Nous, on est passé à 1h30, mais enfin bon. Alors surtout, le médicament, il va être développé sous-cutané très bientôt. Et donc là, ça va être bien sous-cutané parce que c'est 3 minutes. Il faudra quand même aller à l'hôpital, mais c'est 3 minutes. Mais qu'est-ce que ça donne? Ben, si vous avez le daratumumab, au lieu d'être là, tout de suite, vous êtes là. Donc qu'est-ce qu'on a là? Ce sont des patients qui rechutent, hein. Donc ça veut dire que si vous avez le daratumumab, tout de suite, votre niveau de rechute est tout de suite beaucoup moindre. Quand vous arrêtez le VMP, vous rechutez quand même, mais vous restez toujours supérieur à la courbe orange. Et à la fin, vous avez 60% des patients qui finalement réussissent à avoir, ils vont rechuter quand même malheureusement les patients, mais dans un délai beaucoup plus prolongé par rapport aux patients qui n'ont pas eu le daratumumab. Voilà. Et ça finira par arriver au Canada. Est-ce qu'on parle encore une fois de patients qui n'auront pas de greffe? Absolument, monsieur. Là, il n'y a pas de greffe. Là. La greffe, ça vient juste après. Là, je vous fais les patients sans greffe. Et donc les patients qui, je pense, au Canada, ça varie dans les centres, mais donc, comme je disais, 65-70 ans. Et donc, vous voyez l'apport du daratumumab. Et le Canada va être un pays qui va bénéficier de ça, parce que VMP, c'est pas cher. Le Velcade, c'est génériqué. Methylprednisone, ça vaut 2 €, 2 $ canadiens, si vous préférez. Et le Dara, c'est très cher. Mais là, il n'y a qu'une seule molécule qui est coûteuse. Et on sait que les pays acceptent de rembourser une molécule coûteuse. Ils n'acceptent pas en général de rembourser 2-3 molécules coûteuses. Et alors, tout à l'heure, j'ai parlé de maladie résiduelle, c'est-à-dire la capacité que l'on a à réduire la maladie dans la moelle osseuse, à réduire l'iceberg. Eh bien, regardez, vous voyez, on retrouve de nouveau le même profil, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui ont une maladie très sensible, et vous voyez, ces patients, ils font très 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 bien, avec ou sans le daratumumab, parce qu'ils ont une maladie très sensible. Ce sont les fameux MRD négatifs. Mais si vous êtes MRD positif au sens où votre maladie est sensible, mais pas complètement, eh bien, vous avez l'intérêt du daratumumab, parce que si vous n'avez pas le daratumumab, vous êtes là. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, bon, je pense que si j'étais diagnostiqué d'un myélome, je serais déprimé, mais il y a quand même des raisons d'y croire, il y a des raisons d'espérer, il y a eu des progrès exceptionnels. Ça n'existait pas il y a 5 ans. D'accord? Maintenant, c'est quand même un nombre important de patients. 22% des patients dans cet essai qui a compris 3 et 2, 5, voilà, quasiment 700 patients. 20 à 25% de 700 patients, ça fait pas 699, on est d'accord, mais ça fait quand même, ça commence à faire des patients, ça fait plusieurs centaines de patients, sont capables d'avoir ce statut de MRD négatif. Voilà. Ça prouve qu'il y a des progrès, ça prouve qu'on avance. Voilà. Pas les agences, pas les remboursements, eux ils n'avancent pas beaucoup, mais globalement, les médecins et la science avancent. Les compagnies pharmaceutiques avancent, parce que ça, c'est vraiment un progrès d'une biotech et d'une compagnie pharmaceutique. Monsieur? Il y a un pourcentage de gens qui ne répondent pas du tout. Ça, c'est à cause des changements génétiques qui ne sont pas sensibles à... Alors, pas que, peut-être. Chez certains patients, c'est vrai. Chez d'autres patients, c'est complexe, la notion de résistance aux médicaments. Il y a des problématiques de biodisponibilité, il y a des problématiques de métabolisme, il y a des problématiques de résistance, il y a des problématiques de cible, il y a des problématiques variables. Mais bon. Parce que l'autre partie de ça, c'est qu'on m'a dit qu'on a tous un cocktail de myélome. C'est vrai. Différentes évolutions. Donc, certains sont sensibles à ça, mais quand on prend ce médicament-là, ceux qui vont profiter, c'est ceux qui sont pas sensibles. Donc, ils ont tendance à réapparaître, je comprends. Non, ceux qui vont, justement, c'est l'inverse. Alors, il est vrai que chaque patient qui a un myélome multiple a un cocktail en fait de clones, un cocktail de maladies, souvent très proches, hein, parce que ça reste quand même des jumeaux. Les cellules tumorales sont des jumeaux. Mais le principe des cellules tumorales qui sont des jumeaux, c'est que qui a des jumeaux? Qui a eu des jumeaux dans la salle? Personne? C'est pas drôle. D'habitude, il y en a toujours un qui a eu des jumeaux, mais là, il n'y en a aucun. Bon, donc, vous avez des jumeaux qui naissent en France. D'accord? Même œuf. 2 frères. Ils sont identiques. Ah, ils sont identiques. À la naissance, ils sont identiques. À la naissance, ils sont identiques. Après, il y en a un, vous l'envoyez au Canada, à Québec,
et l'autre, vous le gardez à Poitiers. Et après, vous les regroupez 20 ans après. Alors, est-ce qu'ils se ressemblent? Est-ce qu'ils sont identiques? Est-ce qu'il y a au moins une chose sur laquelle on sait qu'on pourra les différencier? L'accent. Ça, c'est imparable. Et le Québécois parlera français, mais son frère lui parlera en anglais, parce qu'il ne comprendra pas son français. Vous êtes dur à comprendre, vous savez. Je préfère que vous me parliez en anglais, parce qu'en anglais, je vous comprends bien. Mais en français, je ne vous comprends pas, moi. Donc voilà. Donc c'est ça les cellules tumorales. Les cellules tumorales, c'est qu'à un moment, elles sont totalement identiques, mais qu'avec le temps, elles se différencient un petit peu. Mais n'empêche que les deux frères jumeaux, ils sont de même père, même mère, ils parlent quand même du français, ils se ressemblent quand même beaucoup, ils ont la même taille. Ouais, ils ne sont pas non plus, voilà, c'est pas non plus Laurel et Hardy, quoi. Ils ne sont pas totalement différents. Donc les cellules tumorales seront sensibles au daratumumab, toutes, mais il est possible que certaines le soient un peu moins, et il est possible que certaines, avec le temps, évoluent de façon un peu différente. Surtout si vous avez certains clones qui sont un peu plus mauvais élèves que les autres. On avance. Alors, c'est vrai que nous, en Europe, bon, vous, au Canada, vous êtes un petit peu en retard, si je puis dire, mais c'est rien de méchant, mais un peu. Nous, en Europe, on a évolué avec ce nouveau médicament qui s'appelle le lénalidomide et la faible dose dexaméthasone, qui, je crois, est disponible au Canada, à ma connaissance, et qui a l'avantage de pouvoir bien contrôler le myélome, et puis surtout de pouvoir être donné longtemps, et de contrôler longtemps le myélome multiple, c'est la courbe verte. Et donc, je vous ai montré les résultats des patients qui étaient en réponse complète, parce que ces patients-là, ils ont une médiane avant la rechute de 60. Une médiane, donc c'est 50% des patients, vont faire mieux que 60 mois, c'est-à-dire 5 ans. Alors, comment on a avancé par rapport au Refdex? Alors ça, ce sont les Espagnols. Donc, les Espagnols, ils se sont dit, bon, il y a ce MPV, ça marche très bien. Il y a ce Refdex, ça marche très bien. Et puis les patients, ils ne veulent pas être traités longtemps. Alors comment on va réussir à réaliser un traitement qui intègre un peu toutes ces données-là? Bon, on va faire 9 mois de l'un, 9 mois de l'autre, on s'arrête à 18. Très bien. Alors pour information, ça, la médiane de temps à la rechute pour tous les patients, c'était 26 mois. Seulement ceux qui étaient en RC pouvaient faire 60. Les autres faisaient 26 mois globalement. Alors on va regarder si un peu de VMP puis un peu d'RD, ça fait mieux. Ben oui, ça fait mieux. Regardez, ça fait 30 mois. 26, 30, vous allez me dire. Moi, le jour où je suis un patient, 26, 30, ça fait que 4 mois. Bon, moi, si j'étais un patient, 4 mois, ça ne me parle pas beaucoup, quoi. Tomber en panne tout de suite ou tomber en panne dans 4 km, je tombe en panne, quoi. Ça ne fera pas une grande différence. S'il y a une pompe à essence à 2 km, ça peut faire la différence. Mais s'il n'y a pas de pompe à essence, tout de suite ou dans 4 km, c'est la même situation qu'à temps. Donc il faut avancer. Alors il est très rare que des bonnes nouvelles viennent des États-Unis, surtout ces temps-ci. Je ne vois pas pourquoi vous rigolez. Il faut dire qu'au Canada, vous êtes bien exposés. Mais donc nous, en Europe aussi. Alors bref. Donc les Américains, alors vous savez qu'il y a un groupe thérapeutique de cancérologues qui s'appelle le SWOG, Southwest Oncology Group. Et le SWOG, ils ont fait, donc les hématologues du SWOG, les spécialistes du myélome, Brian Dury, ils ont fait cet essai là, où ils se sont dit, dans le VMP, la meilleure drogue c'est V. Dans RD, la meilleure drogue c'est RD. Alors pourquoi est-ce qu'on va faire VMP puis RD? On n'a qu'à faire VRD. Alors ils ont fait VRD. Alors le gros, là, et vous allez voir, les résultats sont spectaculaires. La grosse difficulté, c'est VRD aujourd'hui au Canada, ben, vous ne pouvez pas l'avoir. Nous, on a la chance en France de l'avoir. Et donc vous voyez, le VRD, il fait mieux. Puis surtout, VRD, il fait mieux, mais VRD, il fait 43 mois. Alors que je vous ai dit que RD, c'était 26, VMP, c'était 26, VMP puis RD, c'était 35, VRD, c'est 43. Et donc, vous voyez, on fait des progrès. Et il n'y a même pas le daratumumab, là. Donc, si on rajoutait le daratumumab, on serait à 60. Donc, on est sur des progrès. Alors après, la difficulté, c'est que, ben voilà, il faut qu'au Canada, mais c'est pareil en France, hein, vous êtes un peu en retard sur VRD, mais nous, on est en retard sur autre chose. Il faut qu'on arrive après à réussir à avoir ces molécules pour les patients. Mais donc, là encore, ce que je veux pointer du doigt, c'est les progrès qui sont faits et qui seront disponibles pour les patients et qui montrent qu'on avance. Et alors, on avance tellement bien qu'après avoir défini un VRD, on en a fait une version light pour pouvoir, light vraiment au sens américain du terme, anglais du terme, léger, pour pouvoir le proposer à des patients de 72, 75, 82, parce qu'on sait qu'il marche très très bien. Voilà, je vous la fais courte. Alors qu'est-ce qu'on attend comme résultat?
Dans le monde du myélome non greffé, au-delà de 70-72 ans, alors on attend les résultats avec l'élotuzumab, qui est une autre immunothérapie. Il y a le daratumumab, mais il y a l'élotuzumab. Alors vous savez que umab, à la fin, là, le suffixe umab, ça veut dire en anglais human antibody, anticorps monoclonal. Ça veut dire que c'est une immunothérapie. Toutes les immunothérapies sont obligées de finir par umab. Donc daratumumab, nivolumab, durvalumab, elotuzumab, rituximab, c'est toutes des thérapies différentes, mais qui sont tous des anticorps monoclonaux thérapeutiques, des immunothérapies, et qui finissent par umab. Umab, ça veut dire anticorps monoclonal, ça veut dire immunothérapie. Alors il y a l'ixazomib. Alors l'ixazomib, c'est un peu le petit dernier. L'ixazomib, c'est... Alors je ne sais pas s'il y a des patients parmi vous qui ont de l'ixazomib. Il est donné gratuitement aujourd'hui au Canada, donc à la rigueur, vous pourriez l'avoir. Donc l'ixazomib, c'est quoi? C'est un inhibiteur du protéasome, comme le bortezomib, proche du bortezomib d'ailleurs, parce que la molécule est un peu la même, c'est ce qu'on appelle l'acide boronique, alors que le carfilzomib, donc là c'est pareil, hein, les inhibiteurs du protéasome, ça finit toujours par omib. Bortezomib, carfilzomib, ixazomib, marizomib, oprozomib, sont tous des inhibiteurs du protéasome. Et les inhibiteurs du protéasome, donc omib à la fin, l'ixazomib, il est bien parce qu'il est en cachet. Et il est en cachet, vous en prenez que 3 par mois. Ce qui est quand même jour 1, jour 8, jour 15. Ce qui est quand même un sacré progrès, parce que là, non seulement on améliore l'efficacité, puis en plus on améliore la prise de nombre de médicaments. Parce que quand vous prenez du Revlimid, c'est 3 semaines de traitement. Là, c'est 3 prises par mois. Voilà, donc l'ixazomib, il a ce progrès, et donc il y a ixazomib Revlimid dexaméthasone versus Revlimid dexaméthasone. Donc on attend les résultats très prochainement de ça. Et puis l'autre immunothérapie, umab, le daratumumab qui cible le CD38, eh bien lui c'est daratumumab Revdex. Donc ces progrès-là arrivent, et l'avantage de ces 3 types de traitements, c'est qu'on pourra les donner à 96 ans. Voilà. Si certains d'entre vous ont 110 ans, sachez qu'on saura vous traiter avec ça, parce que ça va être très bien toléré, même à 110 ans. Voilà. Après, c'est une question sociétale. Faut-il soigner des patients de 110 ans? Je ne sais pas, je ne vais pas juger de ça, parce que je ne veux pas que vous me fassiez la peau, mais vous me mettiez dans un avion tout de suite. Je suis censé prendre l'avion que demain soir. Mais au-delà de la question de le prix de la vie et faut-il traiter tout le monde, un jour on se posera cette question. Aujourd'hui, on sait qu'avec ces 3 nouveaux traitements qui arrivent, ces 3 nouvelles combinaisons triples qui arrivent, on sera capable d'amener en MRD négatif 30 à 50% des patients. Avec des patients qui, ceux-là, ne reverront pas la maladie probablement. Alors, vous entendez souvent les médecins parler de cure, ce que je trouve est risqué, parce qu'un patient, il est malade, il a un cancer, il a peur de mourir, il a peur de souffrir, donc il s'attache au moindre espoir, et quand on parle cure, enfin, vous n'êtes pas très bon en anglais comme moi, enfin, cure, ça va, vous comprenez, et donc, globalement, vous savez que cure, c'est guérison, et donc, on s'attache à la guérison quand on a une saloperie, et je pense que c'est un peu prétentieux de parler de guérison aux patients qui ont un myélome multiple, mais si je vous dis qu'avec un médicament ou un traitement comme ça, alors ça reste quand même des traitements, hein, il faut quand même les encaisser, et c'est beaucoup d'aller-retour à l'hôpital, mais si je vous dis que vous serez tranquille 7 ans, 8 ans avec la maladie, il y en a beaucoup parmi vous qui seraient déjà très contents. Et ce qui est quand même assez exceptionnel aujourd'hui dans le myélome multiple, et qui, je crois, quand même est un exemple, alors ce n'est pas un exemple de gestion du coût, mais c'est un exemple de développement de médicaments. Ça, c'est 2015, on est en 2018, tout ça est arrivé en preuve scientifique des progrès que l'on peut donner aux patients, et le vert, c'est ce qui arrive derrière. Donc, on voit quand même qu'il y a des sacrés progrès qui sont faits. Et voilà, je pense que dans le myélome multiple, on peut vraiment y croire. Alors, nous, dans l'IFM, dans mon groupe en France, qu'est-ce qu'on propose aux patients aujourd'hui? Alors, voilà ce qu'on va proposer aux patients. Alors, vous allez voir, on est sur la planète Mars, hein, je vous préviens tout de suite. Donc, je crois qu'on n'est pas sur Mars, on est même sur Vénus. C'est la dernière, hein, c'est Vénus, non? Comment elle s'appelle, la dernière de toutes les planètes de notre système solaire? C'est Neptune maintenant. Donc là, on est... D'accord, plutôt on n'est plus une planète. Donc nous, on est sur Neptune, là. Je vais vous faire un peu de mal. Hein. C'est là où vous voyez que d'habitude, la France est en retard sur le Canada, mais là, on vous a mis un sacré coup de pied au cul, là. Vous allez voir. Alors, je vais vous la faire lentement, mais je ne veux pas vous déprimer, mais vous allez voir. Alors, on propose à des patients de plus de 70 ans 4 drogues.
on va faire 6 cycles, hein, parce que 8 c'est un peu dur. On va faire 6 cycles, 6 mois. Au bout de 6 mois, on leur fait une MRD. Et après, ils sont positifs ou ils sont négatifs. S'ils sont négatifs, on va les randomiser au traitement identique pendant 2 ans, versus, comme vous êtes MRD négatif, vous êtes très 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 bien, on va vous désescalader. C'est-à-dire qu'on va réduire les traitements, et au lieu de 4, on va finir à 2. Parce que vraiment, vous avez un super pronostic. Donc, continue traitement identique versus, grâce à la MRD, on va adapter le traitement et on va réduire à 2 drogues partant de 4. Si vous êtes plus, on est un peu déçu. Parce que vous avez eu 4 drogues, et si vous êtes encore positif, on est un peu déçu. Normalement, vous devriez être négatif. Donc là, par contre, on va vous randomiser entre continuer les 4 drogues ou alors on va vous escalader, c'est-à-dire qu'on va vous regreffer. Alors là, il y a un certain nombre de patients qui disent « Oh là là, 73, 74 ans, moi je ne vais pas à la greffe ». Ben, vous êtes MRD+, on va quand même greffer les patients pour voir combien vont devenir MRD- grâce à ça. Et demain c'est dans 2, 3, 4, 5 ans, l'idée ce sera de remplacer l'autogreffe ici par les nouvelles immunothérapies. Vous en avez entendu parler, les fameux CAR-T, BiTE et les anticorps monoclonaux conjugués. Voilà ce qu'on propose à nos patients aujourd'hui en France. Et ça, c'est les fameux CAR-T et les fameuses nouvelles immunothérapies conjuguées où on va vers les daratumumab et l'otuzumab, vers les CAR-T, etc. Mais je vous ai dit au départ qu'on ne traitait plus les patients fragiles comme les patients fit. Et il n'y a pas de jugement de valeur sur le fait qu'on soit fragile et fit, mais c'est la réalité. Il ne faut pas que les traitements fassent pire que le myélome, ça n'a pas de sens. Donc, pour les patients fragiles, on va les traiter comme ça. Revdex, c'est notre standard, mais on sait que la dexaméthasone, c'est une saloperie. Je pense que tous ceux d'entre vous qui prennent la dexaméthasone, entre il est agressif, il ne dort pas la nuit, il se lève la nuit 4 à 5 fois, il fait du bruit, il ronfle, il est insupportable, nous allons divorcer. Ah non, surtout pas le divorce en présence de moi. Il est tout rouge. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors oui, il a des hauts et des bas. Le jour où il est sous dexaméthasone, il déménage la maison, il défonce le jardin. Le lendemain, il est dans un état totalement réduit. Il met 4 jours pour s'en remettre tellement il a épuisé son organisme en mode hyper-fonctionnement le jour de la Dex. Je pense que on parle bien du même médicament et vous avez tous compris le médicament dont je parle. Donc on veut s'en débarrasser de cette dexaméthasone parce qu'on pense qu'elle est le pourvoyeur, l'essentiel de vos effets indésirables. J'ai passé le diabète, l'hypertension, etc. Les problèmes cutanés. Et on va le remplacer par le daratumumab sous-cutané. Donc les patients auront Revlimid dexaméthasone, alors ceux-là, ils vont rester sur l'ancien système, ou Revlimid daratumumab, et là les patients ils vont partir sur un truc qui va être une révolution, parce que je pense qu'on est à l'ère de pouvoir traiter des patients sans leur donner de la dexaméthasone. Je n'ai pas dit plus jamais, mais en tout cas, les patients qui seront dans ce bras-là ne verront pas de dexaméthasone. Alors je ne peux pas vous dire si ça va marcher, on est en train de traiter les patients, mais peut-être cet essai et une paire d'autres en Europe vont pouvoir enfin montrer qu'au-delà d'avoir des progrès qui contrôlent le myélome, on a maintenant des progrès qui peuvent nous débarrasser des pires molécules qu'on donne aux patients. Alors on s'est quasi débarrassé du thalidomide, on est sur le point de se débarrasser de la dexaméthasone et après on pourra dire alléluia parce que franchement, ce sera pas mal. Alors ça c'était entre guillemets les vieux, qu'ils soient jeunes vieux ou un peu plus vieux. Alors maintenant on va parler des jeunes. Alors les jeunes, on les greffe. C'est un truc terrible, c'est dur, c'est assez dur. Ça, c'est le fameux essai 2009 d'FCI dont je vous ai parlé, hein. Le RVD, donc je rappelle, RVD, c'est bortezomib, lénalidomide. Bortezomib, c'est le premier des inhibiteurs du protéasome. Lénalidomide, c'est le premier des imides, et la bonne vieille dexaméthasone. Là, on faisait 5 mois avec une greffe. Là, on faisait 8 mois, et on a démontré que si vous pouvez être greffé, parce que vous êtes fit, parce que vous avez l'âge, quelles que soient les raisons, c'est quand même toujours mieux de greffer. Et cette donnée, elle est validée au Canada, puisqu'au Canada, tout patient qui est en état d'être greffé est greffé. Je ne dis pas que c'est agréable, je sais que c'est l'enfer, mais c'est la réalité. Tout patient qui peut être greffé est greffé au Canada, et c'est vrai pour la France. Et donc nous, on greffe jusqu'à 70, 12, 13, selon le statut des patients. Alors après, ce que je vous remontre là, c'est que
on ne va pas à la greffe comme on met de l'essence dans la voiture, quoi. Il faut d'abord arriver sur la station essence, il faut ralentir, il faut éteindre le moteur, il faut descendre de la bagnole, il faut trouver la carte bleue, il faut mettre le machin dans la voiture. Ne pas se tromper, mesdames. Diesel, c'est diesel. Sans plomb, c'est sans plomb. Si vous mélangez, après, ça tombe en panne. Et donc, la greffe, pourquoi c'est marrant, c'est que les hommes qui rigolent là. C'est vécu. Alors ça, et ça, c'est un vrai progrès aujourd'hui. Ça permet aux femmes de ne plus se tromper. Donc, mesdames, si vous n'arrivez pas à rentrer le truc dans la voiture, c'est parce que c'est pas bon. C'est parce que c'est pas une voiture qui marche en diesel, c'est une voiture qui marche en sans plomb. Et ça, c'est un vrai progrès. Et vous savez que le monsieur qui a inventé ça dans les bagnoles, parce que maintenant, c'est toutes les voitures, c'est ce qu'on appelle en série. Vous savez que le gars qui a inventé, parce que je l'ai vu à la télé, hein, sur France 4 en France, en fait, sa femme se trompait tout le temps. Et le gars, ça lui est venu à l'esprit, sérieux, hein, vous me regardez tous avec un air agressif, mais je suis pas du tout misogyne, je fais un break là, je vous sens, je vous perds là, vous êtes fatigué, donc je vous fais faire un break là. Et ben le monsieur, c'est sérieux, sa femme se trompait, et c'est comme ça qu'il a pensé à faire des trucs qui faisaient que le sans-plomb rentrait que dans le sans-plomb et le diesel dans le diesel. C'est quand même génial. Bref, donc tout ça pour dire que, revenons au myélome, je me perds, tout ça pour dire qu'avant la greffe, il faut réduire la maladie, et vous voyez, nous, en 20 ans, on a réduit la maladie de plein de façons différentes en essayant d'apporter aux patients 2, puis 3 drogues. Et puis le VCD que vous adorez au Canada, qui est dépassé de notre point de vue, mais bon, pour le moment, c'est ce que vous avez. Le thalidomide, le revlimide, l'ixazomib pour remplacer le Velcade, le carfilzomib pour remplacer le Velcade. Voilà. Alors, les Américains sont un peu en avance sur nous. Pourquoi ? Parce qu'ils ont accès aux molécules plus facilement que nous. Et donc, si vous me dites, docteur, voilà, c'est quoi les plus beaux résultats que l'on connaisse ? Ben, c'est ceux-là. Donc les plus beaux résultats, c'est carfilzomib, revlimid, dexaméthasone, puis une greffe, puis on recommence, mais 18 mois. Et puis après, je vous donne du revlimid à vie. Donc vous voyez, on est vraiment dans ce que je disais tout à l'heure, qui représente un progrès spectaculaire pour les patients, je vais vous le montrer, mais aussi une plaie, parce que ça veut dire traitement, 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 traitement. Il faut être motivé. Mais, ben voilà, si vous êtes greffé par rapport à non greffé, vous voyez le progrès. Et puis surtout, à la fin des 18 mois, alors que vous allez commencer le Revlimid à vie, mais vous allez finir les perfusions, eh bien 82% des patients sont en réponse complète, à la porte de la MRD. Et 93 et 100% des patients finiront en MRD négatif. Voilà. Après, qui peut se payer 18 mois de carfilzomib Brefdex, soit à peu près 150... Non, c'est pas vrai. Le carfilzomib, c'est 190 000 € par an. Le Revlimid, aujourd'hui, vous le payez 12 000 $. Donc, c'est x 10, ça fait 120 000. Donc, vous êtes à 150 000. Vous êtes à 300 000. 300 000 $ canadiens par an, plus la greffe. Ça, je ne sais pas combien c'est, la première année. Et ça pour 5, 6, 7 ans, parce que vous allez bien. Donc voilà, après le coût est démoniaque, et je suis d'accord, mais ouais, le coût a un prix, et le prix a un coût. Parce que là, pour le coup, le coût par mois gagné de ne pas être emmerdé avec le myélome est quand même là, quoi. Là, il n'y a pas un progrès, vous n'êtes pas sur un progrès de 4 mois, là. Vous êtes sur un progrès de plusieurs années. Il y a un truc que les patients canadiens et que les patients aux US ne connaissent pas, c'est la double greffe. Alors nous, en Europe, on aime bien la double greffe. Le principe, c'est qu'avec une bombe atomique, on a laissé un arbre. Vous savez quel est l'arbre qui a survécu à la bombe atomique au Japon? C'est le ginkgo biloba, qui est un arbre qui existait au temps des dinosaures, un arbre préhistorique, c'est vrai. Au temps des dinosaures, le ginkgo biloba existait. Et ce ginkgo biloba a survécu à une bombe atomique. L'idée, c'est que si je lui en mettais une deuxième, probablement qu'il ne survivrait pas à la seconde. Et donc, on peut le faire version plus simple, hein, qui va plaire aux femmes. Une fessée, c'est sympa. 2 fessées, ça marque encore plus les esprits. Il faut juste laisser le temps à la première de cicatriser, puis après, vous en mettez une bonne seconde. Et ben nous, en France et en Europe, on fait un peu ça. Mais on fait un peu ça pour les patients qui ont une maladie un peu ennuyeuse, un peu grave. On met 2 fessées, partant du principe qu'un mauvais élève, une fessée, il s'en souvient, 2 fessées, il s'en souvient encore plus. Et donc, on a ces données qui montrent que quand vous êtes haut risque, donc vous avez ces problématiques de présence de cellules, hein, vous savez, les fameuses, je ne sais pas si vous connaissez, mais les fameuses délétions 17p, translocation 414, ces anomalies qui font que la maladie revient vite, trop vite, plus vite.
eh bien, si on leur fait 2 greffes, on les améliore. Et aujourd'hui, c'est un peu notre standard en Europe. Autant dire que, voilà, au Canada, vous ne faites pas ça. C'est un peu dur pour les patients, mais ça aide. Alors après, vous allez me dire, docteur, il faut vraiment des preuves que le traitement doit être donné de façon continue tout le temps, et notamment après la greffe, qu'il faut reprendre des traitements. Eh bien, ils sont là. Donc là, ce que vous avez, c'est une diapositive qui est un peu complexe, mais elle n'est pas si difficile à comprendre. À chaque fois, vous avez une petite barre grise et une barre noire. D'accord ? La barre grise, c'est juste après la greffe, je m'arrête. La barre noire, c'est juste après la greffe, je continue les traitements. Et en fait, ce que vous voyez, c'est que chaque fois que vous avez une barre noire, vous améliorez. Donc, en pratique, après la greffe, si vous vous arrêtez, vous perdez tout le bénéfice. C'est le gars qui fait le plein d'essence, qui va ranger sa voiture au parking et qui reste dans son canapé à regarder le hockey sur glace. Si tu fais le plein d'essence, va faire de la route, quoi. Tu viens de faire le plein d'essence. Et après, il y a plusieurs façons de faire le traitement post-greffe. Alors, il y a la fameuse consolidation, qui est assez lourde. Nous, c'est ce qu'on fait beaucoup en Europe. Vous ne le faites pas trop au Canada. Et puis, il y a ce qu'on appelle la maintenance, c'est-à-dire un petit cachet léger. Et donc ça, ce sont les données de ce qu'on appelle une méta-analyse, donc une revue de plein d'essais thérapeutiques qui a montré que la maintenance que votre médecin va vous donner ici va jouer sur votre vie dans 7 ans. Donc ça, c'est capital parce que ça veut dire que chaque option thérapeutique que vous gagnez ou que vous perdez va avoir un impact sur votre vie dans des années. Et ça, ce serait bien que ce genre de courbe soit montré aux payeurs, accessoirement vos impôts, mais ça c'est un détail, mais les payeurs, parce que ils prendraient conscience qu'ils chicanent sur des problématiques ici, mais en fait l'impact il est réel, il est dans des années. Et ça c'est quelque chose d'important parce que ça montre qu'il ne faut pas perdre de temps avec des maladies graves, mais ce n'est pas que le cancer. Vous êtes diabétique, il ne faut pas perdre de temps, vous êtes hypertendu, il ne faut pas perdre de temps. Un patient qui a une hypertension qui peut très bien être traité, mais qui fait un accident vasculaire cérébral, c'est vraiment dommage, parce que s'il avait été diagnostiqué plus tôt, s'il avait été traité mieux et plus tôt, il n'aurait pas fait de séquelles de l'AVC, quoi. Donc c'est toujours le problème. Bon, je vais avancer parce que après c'est beaucoup de données. Alors où est-ce qu'on va dans le futur ? Alors on essaye d'aller, alors je sais que c'est facile à dire, on essaye d'aller vers des traitements moins bien, plus efficaces éventuellement, mais surtout mieux tolérés. Alors il y a des petits nouveaux qui arrivent, alors je ne vous garantis pas qu'ils sont mieux tolérés, mais il y a des petits nouveaux qui arrivent. Il y a le pomalidomide, certains d'entre vous le reçoivent, donc il va arriver en 2e ligne grâce à un essai qui vient de se terminer. Il y a un médicament qui s'appelle le Venetoclax, qui est un médicament qui est très intéressant. Le principe, c'est que certaines cellules tumorales de myélome, donc ce sont les patients qui ont ce qu'on appelle la 11-14, c'est-à-dire qu'il y a un petit bout du chromosome 11 qui va sur le chromosome 14 et un petit bout de 14 qui va sur le 11, ce n'est pas la 4-14, c'est la 11-14. La 11-14, les patients, ils ont une anomalie. En fait, les cellules ne meurent pas. Il y a juste besoin de les pousser. Hein. Votre meilleur ennemi, vous ne l'aimez pas, vous allez vous balader en montagne, vous lui dites, tiens, regarde le précipice là, et vous le poussez délicatement. Et il n'y a pas besoin d'aller lui mettre la fessée, de le bastonner à coups de batte de baseball, non, vous le poussez juste de la falaise. Eh bien ça, c'est le Venetoclax. Le Venetoclax, c'est d'arriver à pousser la cellule gentiment, comme si elle ne s'en rendait pas compte, vers la mort, ce qu'elle refuse de faire de base, sinon vous n'auriez pas de cancer. Eh bien, c'est un truc qu'on est en train de développer. Alors, c'est un médicament qu'on n'a pas inventé dans le myélome. Hein. Là, pour le coup, c'est les gens qui font de la leucémie lymphoïde chronique qui l'ont inventé. Et en fait, on est en train de l'user. Il y a le sélinexor. Je sais que certains d'entre vous sont dans des essais thérapeutiques avec le sélinexor. Lui, il est un peu plus dur à tolérer. Mais voilà, il est aussi en développement. Et certains d'entre vous verront ce sélinexor parce qu'il y a des essais thérapeutiques sélinexor au Canada. Alors, c'est sûr qu'à l'applaudimètre, les CAR-T, donc les immunothérapies de nouvelle génération, ce qu'on appelle les immunothérapies actives ou armées, comme les CAR-T ou les BiTE, ou les BiKE, comme les vélos, ou ce qu'on appelle les anticorps conjugués, sont vraiment ceux avec lesquels on veut se développer et avec lesquels là, on est en train de commencer les essais thérapeutiques et au Canada, vous les aurez aussi. Alors, dans mon groupe thérapeutique, qu'est-ce qu'on donne aux patients et quels sont les essais thérapeutiques que l'on est en train de proposer à nos patients en France. Donc on sépare les hauts risques des risques standards et on fait la même chose, on base tout sur la MRD. Alors je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein. Je dis juste qu'aujourd'hui c'est la question qu'on se pose et on veut vérifier qu'on va améliorer les patients, on va améliorer la vie des patients en faisant ça. On ne va pas améliorer leur qualité de vie parce qu'il y a beaucoup de traitements. Les hauts risques, vous voyez, on leur propose 4 drogues, on leur fait une MRD, on les greffe, on reprend des drogues, on les regreffe, on reprend des drogues à vie. C'est dur, c'est long, c'est infernal, mais ça marche.
et ça évite que la maladie revienne trop vite. Chez des patients où souvent la maladie revient à 2-3 ans. Chez les patients qui ont des risques standards, ce qu'on appelle la maladie va vraiment revenir à 5, 6, 7 ans, peut-être plus. Donc là, l'angoisse, c'est pas tellement que la maladie revienne. L'envie, là, c'est de ne pas faire de mal aux patients, mais surtout d'essayer de leur en débarrasser. Alors, on sait qu'on ne peut pas vous en débarrasser, mais si elle revient à 7 ans et que je pouvais vous la faire revenir à 12 ans, tout ce qui est pris est bon à prendre, quoi, comme on dit chez nous. Je ne sais pas si vous avez une expression équivalente au Canada, mais on a cette expression, nous, tout ce qui est pris est bon à prendre. Et donc là, les patients sont soit randomisés, tirés au sort, dans un bras où on les traite de la même façon, sans réfléchir, ou tirés au sort dans un bras où on va se servir de la MRD pour décider du traitement. Et donc les patients, ils vont démarrer avec ce traitement, ils auront une MRD. S'ils sont négatifs, ils sont greffés, ils ont ce traitement, ils vont simplement. S'ils sont positifs, ils sont greffés, mais ils changent de traitement. Ils deviennent négatifs, ils repassent par là, ils restent positifs, ils restent là. C'est compliqué, ne cherchez pas trop à comprendre ce truc-là, ça va vous faire mal à la tête. Mais globalement, on pense que grâce à cette maladie résiduelle dont je vous ai parlé, eh bien, on va pouvoir peut-être guider le traitement des patients vers plus simple ou plus lourd, mais toujours en gardant à l'esprit qu'on veut faire que les patients soient le plus longtemps tranquilles avant que la maladie revienne. Alors, il y avait une partie de la demande qui était qualité de vie des patients, comment vivent les patients avec un myélome multiple. Alors, il y a une enquête en France, je sais qu'au Canada, vous en faites beaucoup, vous êtes beaucoup plus en avance là-dessus que nous. Il y a eu une enquête, alors vous savez que l'association des patients en France, elle s'appelle l'AF3M, pour être fort malgré mon myélome. Malgré mon myélome, c'est les fameux 3M, malgré mon myélome. Donc l'AF3M, l'association des patients, elle a étudié chez 601 patients la notion de myélome multiple, le vécu, le parcours, la qualité de vie. Et je pense que vous allez vous reconnaître, parce que si vous avez un myélome multiple, malheureusement, les réponses étaient attendues. Alors la première question, c'était le myélome ne me laisse jamais tranquille. Et les deux questions, et en fait, donc il y avait une réponse par les patients qui étaient dans l'association, et puis il y avait des patients qui n'étaient pas dans l'association, mais qui avaient accès aux questions dans les consultations des médecins, pardon. Et donc vous voyez que mon myélome ne me laisse jamais tranquille. Globalement, 76% des patients étaient plutôt d'accord. Je pense que vous seriez plutôt d'accord. D'ailleurs, je suis surpris de 76% parce que je m'attendais à 99%, mais 76% c'est intéressant parce que je suis sûr qu'il y a 5-7 ans, il y aurait eu 99%. 76%, ça veut dire qu'il y a des patients aujourd'hui qui estiment qu'ils vivent finalement normalement alors qu'ils sont porteurs d'un myélome. Probablement que ces patients ne sont plus sous traitement, qu'ils sont en arrêt de traitement, mais donc je n'ai pas le détail, mais ce serait intéressant. Des douleurs et de la fatigue. Alors, on va regarder les résultats. Hein. L'intensité des douleurs et le niveau de fatigue. Donc c'est quand même très intéressant parce que ce que l'on voit, c'est que donc, globalement, on est à peu près entre 4 et 5 sur une échelle de 0 à 10 en termes de niveau de fatigue. Donc les patients estiment que la moitié de leur énergie, si je puis dire, est utilisée pour gérer la fatigue, l'autre moitié étant plutôt pas trop fatiguée, avec des patients qui sont très fatigués et des patients qui ne sont pas très fatigués, mais globalement, on peut estimer que la fatigue, c'est 50% de l'énergie d'un patient, ce qui est un problème. Hein, parce que, alors, moi, je suis un médecin, je fais du myélome depuis 1998, je suis beaucoup plus jeune que l'âge de mes cheveux ou la couleur de mes cheveux, mais globalement, ça fait 20 ans que je fais du myélome et j'ai vu des effets indésirables que vous n'imaginerez jamais. Des pancréatites, des défaillances cardiaques, etc. La fatigue, c'est rien du tout. Et j'ai beau expliquer à mes patients que la fatigue, c'est rien du tout, c'est compliqué pour un patient qui vit perpétuellement fatigué, perpétuellement avec l'impression qu'il est une loque, qu'il est bon en rien, qu'il a envie de rien faire. Ça finit par le faire déprimer. Et c'est un effet indésirable que nous, médecins, on commence à apprécier. Vous ne vomissez pas. Donc pour nous, vous n'avez pas de diarrhée. Pour nous, vous devez être en bonne santé. Mais non, vous êtes fatigué, ça ne va pas. Et on ne comprend pas ça, nous les médecins, parce que vous n'êtes pas mourant, vous n'avez pas de diarrhée, vous n'avez pas de vomissement, donc vous devriez ne pas vous plaindre. Et pourtant, les patients se plaignent de fatigue. Et donc on est en train d'apprendre, nous les médecins, c'est quoi la fatigue? On est en train d'apprendre à comment on analyse la fatigue. Elle est due à quoi? Est-ce qu'on peut l'améliorer? Est-ce qu'on peut aider les patients? En tout cas, nous la comprendre. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un patient qui se plaint de fatigue, il a énormément de chance, parce qu'il n'a pas tous les autres symptômes. Oui, mais enfin, bon, la fatigue, c'est un symptôme que nous, on commence à apprécier comme étant très, très difficile à vivre pour les patients. Mais c'est récent. Je reconnais humblement que moi, il y a 5 ans, un patient qui me disait qu'il était fatigué, je lui disais, allez, il faut vous secouer, allez, il faut y aller, hein, faut aller,
Allez, un gros câlin, un gros... Et puis on y va. Maintenant, je me pose et je me dis, merde, ouais, d'accord, voilà, c'est peut-être plus compliqué que ça. La douleur, alors vous voyez, par contre, ça, c'est un progrès. Alors, certains d'entre vous souffrent certainement de douleurs osseuses, mais ça reste un progrès extraordinaire. Parce que, il y a 10 ans ou 15 ans, les patients étaient tous là. Et aujourd'hui, voilà, il y a toujours des patients qui souffrent, puis il y a quand même, la majorité des patients qui ont un myélome multiple ne souffrent plus aujourd'hui. Et ça, c'est un progrès. Alors, c'est malheureux pour les patients qui souffrent, mais pour la communauté, de façon générale, il y a eu un progrès spectaculaire par rapport à ça. Monsieur ? Vous êtes spécialiste en oncologie. En myélome, c'est tout, moi. Ouais, je fais que ça, moi. Enfin, je dis vous, les oncologues, Oui. vous êtes spécialistes dans ce domaine-là. Est-ce que un client qui a un myélome Ouais. devrait consulter d'autres spécialistes pour essayer justement d'enrayer ou de diminuer ces effets indésirables? Alors, c'est une très bonne question. Ça dépend des effets indésirables. Alors, par exemple, la douleur, c'est très, très multifactoriel. D'abord parce qu'à 70 ans, on peut, même sans myélome, on a mal. Mais c'est une douleur articulaire. C'est une douleur lombaire. C'est un problème d'arthrose. Ensuite, si vous avez été, je ne sais pas moi, joueur de foot, catch, hockey sur glace, où les mecs se mettent bien sur la gueule en permanence, vous pouvez aussi avoir eu des fractures. Et donc, vous avez des douleurs qui sont des séquelles d'une vie agitée, passée. Et puis, vous avez le myélome, qui va rajouter des anomalies osseuses. Et après, vous pouvez avoir du Velcade, qui va donner des neuropathies douloureuses. Donc après, la question, c'est la douleur, elle est due à quoi? C'est une séquelle, c'est l'âge, c'est la dexaméthasone, le jour où vous la prenez, vous avez pas mal, le lendemain, vous êtes perclus de douleur. C'est quoi qui vous fait mal? Et donc le truc, c'est que si c'est un problème de neuropathie au Velcade et que vous allez voir un spécialiste de la douleur de l'os, le gars va dire, écoutez, en gros, vous avez un problème de montre et vous venez voir votre garagiste. Il va dire, là, je suis emmerdé, pour la voiture, je sais faire, pour la montre, il faut aller voir un horloger. Et donc après, il faut aller voir le bon médecin. Et la très grosse difficulté, c'est que ce n'est pas si facile à analyser. Donc normalement, l'hématologue, moi, ou le médecin généraliste, on devrait avoir eu des formations pour analyser finement les effets indésirables et savoir si on peut les améliorer, si on peut les faire évoluer, si on peut les changer, et si on peut recommander aux patients un médecin spécifique plus adapté. Mais encore faut-il faire la bonne analyse. Voilà. Parce que si vous allez chez le garagiste à la place de l'horloger, ça ne va pas vous aider. Donc c'est un peu le problème. Et aujourd'hui, on n'est pas très bon là-dedans, je pense, les médecins. Voilà. Je pense qu'on n'est pas très très bon parce que ce sont des événements indésirables de médicaments. Et les événements indésirables de médicaments ou de maladies, il faut voir beaucoup de patients. Et ensuite, il faut avoir beaucoup d'expérience. Et puis, il faut surtout travailler dans des hôpitaux où vous avez des personnes qui vont être capables d'aider les patients. Moi, je travaille dans un CHU, donc un centre hospitalier universitaire académique de pointe, de recherche, d'expertise. Donc j'ai des médecins, mais pas forcément partout au Canada, par exemple. Loin de là. Alors l'anxiété. L'anxiété, c'est aussi un autre problème. Et ça, c'est très compliqué à gérer parce que la problématique qu'on a, nous, et donc moi, je suis vraiment un bon exemple. Si vous venez me voir en consultation, vous allez voir, c'est 5 minutes la consultation. Parce que je vois beaucoup de patients. Je vous ai dit, je vois 100 myélomes par semaine. Et je ne consulte que 3 demi-journées. Donc ça va vite. Et les patients, oui, disent, ça va trop vite. Bon, il y a toute mon équipe derrière pour prendre le relais. Mais quand on voit en consultation, les patients, ils voudraient que j'ai plus de temps parce que je suis l'expert. Malheureusement, je suis l'expert, je vois beaucoup de patients, donc j'ai moins de temps. Ce n'est pas une excuse, mais c'est la réalité. Et donc, on voit que les patients vivent avec énormément d'anxiété. Je suis toujours anxieux.